Tu t'intéresses à l'immobilier et tu vas bientôt signer un compromis, tu es au bon endroit. Salut à toi, c'est Florian du blog Efficient Attitude, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler du compromis de vente et les petites erreurs à éviter quand tu signes un compromis. Avant d'aller plus loin, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne ou de liker la page, comme ça tu seras prévenu automatiquement dès que je publierai une nouvelle vidéo. Et si tu commences dans l'immobilier et tu commences à investir, pense à télécharger mon petit guide gratuit où je te partage tout ce que j'ai mis en place pour investir de façon intelligente et efficace. Alors, le compromis de vente, si tu es arrivé à ce stade-là, bravo, c'est top, c'est que tu avances, tu commences à investir. Ce que je voulais te partager dans cette vidéo, c'est quelques erreurs à éviter et surtout des points de vigilance dans le compromis. Alors, le compromis de vente, comme tu le sais, c'est un document qui va te permettre, qui va lier le vendeur et l'acheteur dans le cadre de la vente d'un bien. Généralement, il a plusieurs objectifs. Le premier, c'est surtout de gagner du temps par rapport à la signature de l'acte authentique, qui va permettre au notaire de faire des petits travaux de recherche, etc., qui va permettre de purger le droit de préemption de la commune. En gros, c'est le fait de dire que la commune peut dire que le bien que tu mets en vente l'intéresse et dit non, finalement, je récupère pour moi. D'ailleurs, au passage, si toi, tu as déjà été confronté à ça, dis-le-moi en commentaire. Moi, j'ai jamais vu ça, j'en ai jamais entendu parler, mais apparemment, de temps en temps, ça arrive. Bref, je m'éloigne du sujet. Et puis, surtout, le compromis va te permettre de faire les démarches nécessaires pour le financement. Sauf si tu achètes cash, comptant, comme tu veux, généralement, le compromis, tu peux le réduire, mais généralement, on achète avec un emprunt bancaire et c'est justement ce qui permet de faire les démarches nécessaires avant la signature de l'acte authentique. Alors, premier point, justement, par rapport au financement, là, il faut être vigilant par rapport à ce que tu vas mettre dans le compromis parce que généralement, dans le compromis, donc tu vas dire que tu fais un financement à l'aide d'un emprunt bancaire, mais tu vas surtout préciser le montant, une enveloppe globale. Surtout, fais attention à cette enveloppe-là. Par exemple, si tu achètes un bien immobilier et qui coûte environ, 300 et quelques mille euros, et tu mets dans le compromis que tu vas faire un emprunt bancaire à hauteur de 300 000 euros, attention, parce que ça veut dire que si tu as minimisé ce que tu vas emprunter, si par exemple tu dis j'ai oublié de mettre éventuellement les travaux, je vais mettre les frais de notaire et je sais pas quoi, si tu vas voir la banque pour leur dire finalement moi il me faudrait un emprunt à 330 000 euros, la banque peut dire non, à 330 000 euros on vous finance pas, donc tu vas dire non, la banque elle me finance pas, sauf que là, vu que dans le compromis tu avais mis 300 000 euros, on peut considérer que non, là le refus de prêt il ne s'applique pas, donc la condition est réalisée, donc tu n'as pas le choix, il faut que tu t'engages, et si tu te retires, tant pis pour toi, tu vas payer le dépôt de garantie. Donc fais super gaffe à ça. Fais également attention si tu précises dans le compromis le taux de ton emprunt bancaire. Tu peux préciser le taux et la durée si tu veux. Fais attention à ça parce que si tu précises un taux d'emprunt qui est trop élevé, la banque pourrait dire très bien, le taux il est super élevé, moi je propose le taux maximum, comme ça paf, tu te fais bien enfler, la banque elle est contente et toi pour le coup tu as une réponse positive de la banque, donc tu peux pas te rétracter. À l'inverse, si le taux est trop faible, la banque peut dire non, un taux aussi faible, moi je m'engage pas, donc elle peut te refuser le prêt, ce qui fait que tu peux passer à côté de la vente. Donc là, fais attention à ça. Voilà. Autre point intéressant, c'est le fait de comptabiliser les meubles dans le prix de vente global. Je m'explique. Tu peux acheter par exemple un immeuble ou un studio ou un appartement dans lequel il y aura des meubles dedans. Il est possible de ventiler le prix de vente d'un côté pour le prix de l'immeuble complet et de l'autre côté pour le prix des meubles. Ça peut être meubles, électroménagers, etc. Tu peux être tenté de dire je ventile ça, je ventile justement différemment les montants, ce qui fait que ce qu'on appelle les frais de notaire, alors c'est pas tout à fait le bon terme, mais les frais de notaire vont s'appliquer sur un montant un petit peu plus faible, parce que sur les meubles ça s'applique pas, donc tu paies des frais de notaire en moins. Donc ça c'est plutôt pas mal. Sauf que, attention à ça, plusieurs choses, si le fisc met son nez dedans et considère que le montant des meubles que tu as mis est un peu gonflé, là, paf, redressement, ils sont pas super contents, donc il faut faire gaffe à ça. Deuxième point, le jour où tu revends, la plus-value sera calculée sur la valeur de l'immeuble. Les meubles ne sont pas comptabilisés. Sauf que toi, en tant que vendeur, le prix de vente sera calculé globalement. Même si tu vends avec des meubles, le fisc s'en fiche. Donc là, tu te fais également enfler une seconde fois. Donc fais attention à ça. Et enfin, dernier point, la banque peut parfois ne pas vouloir financer les meubles. Donc attention, si tu ventiles les trucs, si après tu dois payer les meubles de ta poche, c'est pas cool. Ensuite, autre point de vigilance, si c'est un investissement locatif, donc tu prévois de mettre en location le bien,
vérifie bien que dans ta région, dans ta ville, les loyers ne sont pas plafonnés. Parce que si par exemple tu te dis je vais mettre en location un super bien immobilier, je vais tout retaper dedans, je vais le meubler, je vais faire un truc de dingue, je vais le louer super cher. J'ai fait une vidéo sur le sujet si ça t'intéresse. Si après tu te rends compte que ton loyer est plafonné, bah t'es marron. Donc là, fais super attention à ça, vérifie bien, les loyers ne sont pas plafonnés. Et dernier point, la taxe foncière. Important, si tu signes vers la fin de l'année, fais en sorte de signer avant le 31 décembre et pas au mois de janvier. Je m'explique. Si tu signes vers la fin du mois de décembre, la taxe foncière, elle, a été payée donc, par le propriétaire actuel, donc par le vendeur, et donc toi, tu vas devoir régler un prorata, un petit prorata au niveau de l'année, peut-être un 12e du montant de la taxe foncière. Donc c'est pas grand-chose. Par contre, si tu signes début janvier, eh bien tu devras toi régler en avance, donc avancer le montant de la taxe foncière au propriétaire, au vendeur, parce que c'est lui qui va devoir payer la taxe foncière vers la fin de l'année, parce qu'il est toujours propriétaire au 1er janvier. Donc ça veut dire que, tu te retrouves à devoir avancer la taxe foncière au propriétaire pour qu'il puisse la régler le moment venu. Et puis surtout, je crois que dans ces cas-là, la taxe foncière que tu as payée, tu ne peux pas la passer en charge. Parce qu'au 1er janvier, tu n'étais pas propriétaire. Donc fais super gaffe à ça. Voilà, je pense que je t'ai à peu près dit les points de vigilance qu'il faut avoir en tête quand tu signes un compromis. J'espère en tout cas que ça t'aura plu, que tu auras appris des choses. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, quels sont les points de vigilance que tu as en tête quand tu signes un compromis. N'hésite pas à me faire part de ton expérience sur le sujet. J'espère en tout cas que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre un like, moi ça me motive à faire d'autres vidéos. N'hésite pas à la partager à ceux qui vont signer un compromis bientôt pour qu'ils ne manquent pas ces choses-là, qu'ils ne passent pas à côté de ça. Et puis écoute, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi je te dis à très bientôt. Ciao!